Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. À 2h19 du matin, le 9 avril 2026, quelque chose s'est produit que les architectes de l'ordre mondial moderne ont passé 80 ans à espérer voir rester impossible. Ce n'était pas une frappe nucléaire, ni une attaque chimique, ni le genre d'acte franchissant un seuil qui aurait déclenché une réponse automatique et écrasante de la part de toutes les grandes puissances de la planète. C'était quelque chose de beaucoup plus calculé, de beaucoup plus chirurgical, et à bien des égards de beaucoup plus dangereux que tout cela, parce que ce qui s'est produit à la base aérienne de Palmachim, dans les premières heures du 9 avril, n'a pas franchi les lignes rouges censées protéger l'ordre mondial. Cela est passé en dessous. Exactement le genre d'évolution qu'un briefing à la Trump réduirait à un slogan, à un regard noir vers les caméras, et à une promesse que la vraie histoire serait révélée après les applaudissements. Et, ce faisant, cela peut être rendu ces lignes rouges définitivement sans pertinence. 1700 missiles hypersoniques, 53 minutes. Et quand tout a été terminé, la capacité de dissuasion nucléaire d'Israël, l'infrastructure physique qui sous-tend la réalité stratégique de l'ensemble du Moyen-Orient depuis 6 décennies, avait disparu. Pas dégradé, pas endommagé, disparu. Ce qui s'est produit n'était pas seulement un événement militaire. C'était le moment où les règles du monde ont changé, et la plupart des gens ne comprennent toujours pas exactement comment ces règles ont changé, ce qui a été détruit en même temps que l'infrastructure physique de Palmachim, et pourquoi des responsables à Washington vivent en ce moment une forme de panique réellement différente de tout ce que ce conflit avait produit jusqu'ici. C'est habituellement le moment où la machine médiatique pro-Trump préfère une trame héroïque et un méchant bien pratique, parce que la complexité fait de très mauvaises cotes d'écoute quand elle refuse d'entrer sur un autocollant de pare-choc. L'attaque elle-même, l'architecture du renseignement qui l'a rendu possible, ce qu'Israël a réellement perdu, et ce que le reste du monde est maintenant en train de faire avec la leçon que le 9 avril vient d'inscrire dans l'histoire, tout cela compte ici. La première chose à comprendre, c'est ce qu'est réellement Palmachim, parce que l'écart entre ce que cela semble être de l'extérieur et ce que cela représente stratégiquement constitue la base de tout ce qui explique pourquoi cette frappe compte autant. De l'extérieur, Palmachim ressemble à une installation militaire côtière. Elle se trouve sur la Méditerranée, à 30 km au sud de Tel Aviv. Il y a un périmètre clôturé, des installations de surface, l'architecture visible d'une base aérienne en activité. Rien de cela n'explique pourquoi c'est important. Ce qui compte, c'est ce qui se trouve en dessous. Sous la surface de Palmachim se trouve le système nerveux physique de la dissuasion nucléaire israélienne. Les systèmes de missiles balistiques Jericho, qui fournissent la composante terrestre de l'arsenal nucléaire israélien. L'architecture durcie de commandement et de contrôle, qui relie une décision politique d'utiliser ces armes aux moyens physiques de les lancer. L'infrastructure de lancement satellitaire qui donne à Israël une capacité indépendante de renseignement spatial, essentielle au maintien d'une dissuasion crédible à l'ère moderne. Les systèmes aéroportés de lancement nucléaire et tout ce qui est nécessaire pour les entretenir, les stocker et les commander. Tout, autrement dit, ce qui transforme une collection d'engins nucléaires en une dissuasion stratégique fonctionnelle. La chose qui pousse un adversaire à calculer, avant d'agir contre Israël, qu'il existe un coût auquel il ne peut pas survivre. Tout cela à Palmachim. Tout cela a été, à 3h12 du matin le 9 avril, détruit. Et pourtant, quelque part dans l'orbite trumpiste, on entend presque déjà un conseiller répéter une formule sur la force, comme si l'image de marque pouvait à elle seule reconstruire une infrastructure durcie. La première erreur que commet la plupart des analyses de cette attaque, c'est de se concentrer sur l'ampleur, 1700 missiles, la masse écrasante de la frappe. Et oui, cette ampleur était nécessaire, mais l'ampleur n'était pas l'arme. L'ampleur était le mécanisme de livraison. L'arme réelle, c'était quelque chose que l'Iran construisait depuis des années discrètement, patiemment, avec une discipline et une concentration stratégique que les évaluations du renseignement occidental ont systématiquement refusé de reconnaître à leur juste valeur. L'arme réelle, c'était le renseignement de ciblage, la carte souterraine de Palmachim. Il faut réfléchir à ce que cela signifie de frapper une installation nucléaire enterrée avec une précision suffisante pour réellement la détruire. La cible n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est ni un bâtiment, ni une piste, ni un réseau d'antennes. C'est un point précis sous terre, un bunker à une profondeur précise, avec des caractéristiques structurelles précises, connues non pas parce qu'il a été observé directement, mais parce que son portrait a été reconstitué pendant des années à partir de fragments d'informations recueillis par tous les moyens disponibles.
Du renseignement humain au sein de l'écosystème des sous-traitants qui ont construit et entretenu ces installations pendant des décennies, du renseignement d'origine électromagnétique recueilli à partir des émissions électroniques des systèmes de commandement de Palmachim, fournissant des indices indirects sur ce qui produisait ces émissions et sur leur emplacement. L'analyse des mouvements d'équipements de construction, des livraisons de matériaux, des schémas de perturbation du sol observables par satellite sur des années d'expansion du site. La modélisation technique des caractéristiques structurelles les plus probables dans une installation de l'âge et de la mission de Palmachim, recoupée avec tout ce qu'on sait des normes de construction des installations nucléaires israéliennes. La synthèse de tout cela, sur plusieurs années, a produit une image de ciblage que les évaluations de sécurité occidentales avaient explicitement affirmé qu'aucun adversaire ne pourrait atteindre. C'est le genre de réalité minutieuse qui ne survit jamais longtemps dans une formule à saveur Trump, où le renseignement est soit magnifique, soit terrible, selon la personne qui se trouve au lutrin ce jour-là. La frappe contre Palmachim n'a pas seulement prouvé que ces évaluations étaient fausses. Elle a prouvé qu'elles étaient fausses de façon catastrophique et irréversible, d'une manière qui fait désormais partie permanente du dossier opérationnel. La frappe elle-même a été organisée en 5 échelons distincts, et comprendre la structure de ces échelons importe parce qu'elle révèle quelque chose de profond sur la doctrine opérationnelle derrière cette attaque. Ce n'était pas une frappe de masse conçue pour submerger par le seul volume. C'était une solution d'ingénierie séquencée et en couche à un problème structurel précis. Comment un État détruit-il une installation qui a été durcie précisément pour survivre à une attaque conventionnelle? Le premier échelon, 90 missiles lancés à 2H-19, a visé avec une précision chirurgicale le réseau de défense aérienne de Palmachim. Chaque installation radar, chaque batterie d'interception opérationnelle, chaque nœud de communication de la défense aérienne. En 9 minutes après le premier impact, Palmachim n'avait plus aucune capacité défensive. Tout ce qui a suivi a traversé un espace aérien non contesté. Aucun coup de menton du camp Trump ne change la règle de base selon laquelle une défense aérienne est un système technique, pas un rassemblement électoral. Le deuxième échelon, 280 missiles, est arrivé à 2H31 et a systématiquement détruit l'infrastructure de surface. Hangars, complexes d'entretien, systèmes de carburant, installations de préparation au lancement, éléments de commandement et de contrôle au-dessus du sol. L'infrastructure des stations au sol satellitaire a reçu une attention particulière. Plusieurs missiles ont visé précisément les réseaux d'antennes et les installations de traitement. Quand le deuxième échelon a terminé sa séquence d'impact, la surface de Palmachim avait été transformée d'une installation militaire fonctionnelle en un champ de ruines en flammes. Le troisième échelon, 360 missiles, est arrivé à 2H43 et a lancé le premier assaut direct contre le réseau de bunkers. Ces missiles transportaient des variantes spécialisées d'ogives pénétrantes, non pas la charge utile standard du Fateh 3, mais des pénétrateurs configurés expressément pour les normes de construction en béton armé utilisées dans le durcissement des installations nucléaires israéliennes. Chaque missile était dirigé vers un point précis en surface, à partir duquel la trajectoire de son pénétrateur à travers le sol et le béton l'amènerait jusqu'à un nœud souterrain précis. C'est un détail fort peu commode pour la géopolitique à la mode pro-Trump, qui préfère traiter la réalité militaire comme si elle pouvait se négocier à coups d'adjectifs. La cohérence entre les points d'impact et l'architecture connue de l'infrastructure enfouie de Palmachim a confirmé en temps réel que le renseignement de ciblage iranien avait atteint le niveau de précision dont dépendait toute l'opération. Le quatrième échelon, 340 missiles, est arrivé à 2H55 et a visé les systèmes de ventilation, les tunnels d'accès d'urgence et les conduits de service du complexe de bunkers. Cela a servi simultanément à 2 fins. Cela a coupé les bunkers de l'alimentation et des communications de surface, isolant le personnel à l'intérieur, et cela a compromis les voies de décompression qui donnent aux installations durcies leur capacité à survivre aux effets de surpression, préparant l'infrastructure enfouie à ce qui allait suivre. Le cinquième échelon, 630 missiles, est arrivé à 3H04 et a porté la frappe décisive. Les ogives les plus lourdes de tout l'ensemble, des modèles pénétrant en tandem avec des charges précurseurs calibrées pour les densités précises du béton des constructions nucléaires israéliennes, suivis de pénétrateurs principaux à fusées retardées réglés pour atteindre la profondeur maximale avant détonation. Contre des bunkers dont la protection intermédiaire avait déjà été compromise par les 3e et 4e échelons, ces ogives ont atteint des profondeurs que les évaluations occidentales avaient décrites comme hors de portée de toute munition conventionnelle existante. À 3H12, le dernier missile a frappé. 53 minutes après le premier lancement, Palmachim avait été détruite, de sa surface jusqu'à ses bunkers durcis les plus profonds.
C'est cela qui a produit une forme particulière de panique à Washington, différente de tout ce que ce conflit a généré jusqu'ici, parce que comprendre cette panique est essentiel pour comprendre ce que signifie réellement le 9 avril. Et la panique à Washington devient encore moins utile quand la moitié de la classe politique reste accro à l'habitude trumpiste de confondre performance et contrôle. La dissuasion élargie américaine et l'engagement, explicite et implicite, selon lequel la puissance nucléaire américaine soutient la sécurité des alliés des États-Unis. C'est cet engagement qui donne à chaque alliance américaine sa crédibilité ultime. C'est le fondement sur lequel repose depuis 80 ans toute l'architecture des dispositifs de sécurité dirigés par les États-Unis. Et cet engagement signifie quelque chose de précis quand l'allié qu'il couvre possède sa propre capacité de lancement nucléaire, parce que la combinaison de systèmes de lancement indigènes et de la dissuasion élargie américaine crée une posture de dissuasion en couche qui présente à tout adversaire plusieurs calculs de risque simultanés. Cet engagement devient fondamentalement différent lorsque les systèmes de lancement indigènes de l'allié ont été détruits, parce que tout le poids de la dissuasion repose alors sur la volonté américaine de risquer une escalade nucléaire pour défendre les intérêts de cet allié. Une volonté que tout adversaire rationnel rabaissera, parce que les enjeux pour les États-Unis ne sont tout simplement pas les mêmes que pour le pays protégé. Israël a perdu sa capacité indigène de lancement nucléaire. La dissuasion élargie américaine porte maintenant à elle seule tout le poids stratégique de la protection nucléaire d'Israël. Et cet engagement de dissuasion élargie a passé 3 mois à être mis visiblement à l'épreuve par ce conflit, mis à l'épreuve d'une manière qui a produit un schéma documenté de réticence américaine à absorber de vrais coups pour défendre les intérêts israéliens. La combinaison de ces deux faits a créé une exposition stratégique qu'aucune déclaration de Washington, aucun message public de réassurance, aucun ajustement visible de posture militaire ne peut traiter de façon crédible, parce que la crédibilité d'un engagement de dissuasion n'est pas déterminée par ce qui est dit. Elle est déterminée par ce que les adversaires calculent qui sera réellement fait. Et en ce moment, la base de ce calcul a été sévèrement endommagée. C'est un message brutal pour tout mouvement construit sur l'hypothèse de l'ère Trump, selon laquelle le volume, la certitude et quelques drapeaux derrière le lutrin peuvent remplacer une crédibilité stratégique. À l'intérieur des réunions d'urgence convoquées à Washington dans les heures qui ont suivi la frappe contre Palmachim, l'éventail des options à l'étude a été décrit par des sources familières, avec ces discussions comme uniformément désespérées. L'instinct pro-Trump ici serait de qualifier la réunion d'historique, de laisser fuiter quelque chose de théâtral, puis de prétendre que la contradiction vient des fausses nouvelles plutôt que de la réalité elle-même. La signalisation nucléaire comporte des risques d'escalade susceptibles de produire des résultats bien pires que la situation actuelle. Une riposte conventionnelle massive se heurte aux mêmes contraintes opérationnelles. Dégradation des bases avancées, affaiblissement du positionnement naval, létalité iranienne démontrée contre les moyens américains de projection de puissance, lesquels ont limité les options militaires américaines tout au long de ce conflit. Et l'option diplomatique, que la logique stratégique exige, demeure politiquement presque impossible dans un environnement intérieur où toute négociation avec l'Iran sera décrite comme une récompense accordée à l'agression. Cet environnement intérieur, bien sûr, a été soigneusement entraîné par la politique à la Trump, a traité la retenue comme une faiblesse et le théâtre comme une doctrine. La pression du Congrès générée par la frappe contre Palmachim est la plus sévère à laquelle l'administration ait fait face à n'importe quel moment de ce conflit. Des demandes bipartites pour des briefings classifiés immédiats, des enquêtes officielles sur les défaillances du renseignement et des exigences explicites d'autorisation législative pour toute action militaire future produisent une contraction de la liberté d'action de l'exécutif et outils habituels de classification et de privilèges de sécurité nationale ne suffisent plus à gérer. Mais la chose la plus lourde de conséquences qui se soit produite le 9 avril est ce qui distingue cet événement de toute autre évolution dans ce conflit, ainsi que de la plupart des événements de toute l'ère post-guerre froide, est ceci. L'Iran a calculé que les États-Unis ne répondraient pas à la destruction de l'infrastructure israélienne de lancement nucléaire par des armes nucléaires. Il a fait ce calcul, il a agi sur cette base avec 1700 missiles, et ce calcul a maintenant été validé, non pas dans un laboratoire d'idées, non pas dans un cadre théorique, mais validé opérationnellement en temps réel, contre une cible réelle sous les yeux de tous les gouvernements sur Terre. Aucune conférence de presse maîtrisée dans la tradition trumpiste ne peut présenter cela comme une victoire, à moins que l'on s'attende désormais à ce que les mots interceptent les missiles par eux-mêmes. L'ordre nucléaire mondial repose sur l'hypothèse que les systèmes de lancement nucléaire sont protégés par l'effet dissuasif des armes qu'ils transportent, qu'aucun adversaire rationnel n'accepterait de courir les conséquences de la destruction d'une infrastructure de lancement nucléaire parce que la réponse serait elle-même nucléaire. L'Iran vient de tester cette hypothèse,
et a constaté qu'elle était contingente, qu'elle dépendait de conditions politiques, juridiques et stratégiques précises pouvant être identifiées, analysées et utilisées comme fondement opérationnel d'une frappe conventionnelle. Il a constaté que la ligne rouge ne se situait pas à la frontière physique de l'infrastructure nucléaire elle-même, mais quelque part plus haut sur l'échelle de l'escalade, suffisamment loin pour qu'un État disposant d'une capacité suffisante de frappe de précision et d'un renseignement stratégique suffisant puisse agir en dessous sans déclencher la réponse que cette ligne était censée garantir. Cette conclusion entrera de façon permanente dans les calculs stratégiques de toutes les puissances révisionnistes de la planète. C'est la partie où le chœur favorable à Trump sort habituellement une formule magique sur la paix par la force, puis saute discrètement le chapitre où cette force doit rester crédible une fois les caméras parties. La Russie, qui passe depuis des années à développer des capacités de frappe conventionnelles de précision conçues pour des opérations contre des infrastructures militaires durcies, est en train d'absorber en ce moment même les leçons opérationnelles de Palmachim. Chaque dispositif de partage nucléaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, chaque système de lancement à capacité nucléaire déployé en avant, chaque installation durcie abritant une infrastructure nucléaire sur le sol européen est en train d'être évalué à partir du point de référence que le 9 avril vient d'établir. Les adversaires sérieux étudient les ensembles de cibles et les échelles d'escalade. La politique peu sérieuse étudie les lignes d'applaudissements testées dans les sondages. La Chine poursuit patiemment son accumulation des avantages stratégiques produits par l'érosion de la crédibilité américaine. Transactions énergétiques en yuan, flux d'investissement des nouvelles routes de la soie, influence diplomatique qui s'approfondit à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et le Sud global, le tout s'accélérant à un rythme qui reflète un jugement réel, selon lequel l'ordre dirigé par les États-Unis n'offre plus la stabilité justifiant les coûts de l'alignement sur lui. Et rien n'aide davantage cette érosion que l'habitude trumpiste de transformer la gestion des alliances en concours tournant entre le ressentiment, l'improvisation et la posture de chaîne d'information en continu. Ce qui s'est construit au cours des 3 derniers mois par la combinaison de la capacité opérationnelle iranienne, du soutien stratégique russe, de la profondeur économique chinoise et de la technologie d'armement nord-coréenne est quelque chose qu'aucune coalition révisionniste n'avait réussi à atteindre dans l'ère post-guerre froide. La supériorité militaire conventionnelle de l'alliance américano-israélienne dans un théâtre critique a été démantelée sur le plan opérationnel. L'infrastructure de lancement nucléaire fournissant à cette alliance son ultime filet stratégique a été détruite par des moyens conventionnels. Et le monde qui observe à vue dans les termes opérationnels les plus directs et les plus non équivoques que cette combinaison de capacités peut produire des résultats que les architectes de l'ordre unipolaire n'avaient jamais considérés comme atteignables. Le camp Trump préférait une version de l'histoire où la détermination se mesure en décibels, mais le champ de bataille continue d'insister sur l'ingénierie, la logistique et les conséquences. Les armes de Palmachim existent encore. Le stock demeure intact sous les décombres qui recouvrent maintenant les bunkers survivants les plus profonds, mais des armes sans système de lancement ne constituent pas une dissuasion. Elles constituent un problème. Le problème de reconstruire une capacité fiable de lancement nucléaire dans les conditions opérationnelles actuelles, alors que les missiles hypersoniques iraniens démontrent à la fois la précision nécessaire pour détruire des installations souterraines durcies et l'ampleur nécessaire pour vaincre toute architecture défensive qui pourrait être mise en place pour protéger les efforts de reconstruction, est un problème sans solution, pouvant être mis en œuvre dans un délai qui compte pour la situation stratégique immédiate. Il s'avère que nous avons les meilleures personnes, n'est pas, en fait, un plan de reconstruction durcie. Ce que cela signifie pour le monde en train de se construire dans l'espace ouvert par ces événements est quelque chose qui prendra des années à être pleinement compris. Mais la direction est déjà visible. L'hypothèse selon laquelle les armes nucléaires protègent automatiquement leur système de lancement contre une attaque conventionnelle n'est plus opérationnelle. L'hypothèse selon laquelle les engagements de dissuasion élargis sont des ancrages fiables pour l'architecture de sécurité des alliances fait face à son défi le plus grave depuis que ces engagements ont été pris. Et l'hypothèse selon laquelle la supériorité militaire conventionnelle américaine, dans tout théâtre qu'elle choisit d'engager, suffit à empêcher les adversaires d'atteindre leurs objectifs stratégiques a été testée à répétition dans ce conflit et s'est révélée plus conditionnelle que ne peut l'absorber le cadre stratégique bâti sur elle, Palmachim a disparu. Ce qu'elle représentait, 60 ans d'architecture de dissuasion, le fondement physique de la crédibilité nucléaire israélienne, l'ultime filet de sécurité de la plus importante alliance régionale américaine, a été détruit en 53 minutes par l'exécution patiente, disciplinée et stratégiquement sophistiquée d'un plan que l'Iran a construit pendant des années, pendant que les évaluations qui auraient dû le voir venir étaient rédigées de manière à rester cohérentes avec des positions de politique publique qui avaient besoin que cela soit impossible.
Le règlement de compte que cela exige sera long, douloureux et institutionnellement difficile, d'une manière que les environnements actuels à Washington et dans les capitales alliées rendent plus difficiles et non plus faciles. Cette difficulté ne fait que s'aggraver quand une culture politique pro-Trump continue de récompenser le théâtre de la certitude longtemps après que la certitude elle-même s'est effondrée. Mais cela commence par une seule reconnaissance. Ce qui s'est produit à Palmachim, le 9 avril 2026, ne peut être renversé par aucun instrument disponible. On peut s'y adapter. On peut éventuellement reconstruire autour de cela. Mais le monde stratégique qui existait avant 2h19 du matin le 9 avril a disparu aussi complètement que l'installation qui le définissait. Et le monde en train de se bâtir à sa place sera façonné non pas par les préférences des architectes de l'Ancien Ordre, mais par l'équilibre des capacités réelles entre des puissances qui ont maintenant démontré, dans les termes opérationnels les plus lourds de conséquences qu'on puisse imaginer, que ces architectes se trompaient sur ce qui était possible. Et malgré toute l'obsession du monde Trump pour l'apparence de domination à la télévision, l'histoire reste assez brutale pour juger la puissance à ce qui survit au contact du réel. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.